Toute recherche de l'Atlantide commence par les récits du philosophe grec Platon. Platon est le père de la philosophie occidentale. Ce qu'il disait occupait et occupe toujours une place importante au sein de l'histoire de la pensée occidentale. Ses écrits sont donc beaucoup plus acceptables, beaucoup plus respectables, si vous voulez, que ceux d'un autre auteur. Dans l'un de ses récits les plus fascinants, Platon décrit une île peuplée par une société utopique. Au sein de cette société prospère et instruite, le savoir-faire des bâtisseurs et des ingénieurs est particulièrement avancé. Or, d'après Platon, la paix de l'île est soudain anéantie. Selon la légende, cette civilisation est rayée de la carte en l'espace d'un jour et d'une nuit, engloutie par la mer et oubliée du monde pendant plusieurs millénaires. Aucun autre mystère n'a à ce point obsédé les esprits et donné lieu à autant de théories extraordinaires. En 1900, une découverte effectuée en Crète ouvre un nouveau chapitre dans la quête de l'Atlantide. Un archéologue nommé Arthur Evans, sorte d'Indiana Jones avant l'heure, débarque sur l'île. L'homme est à la recherche de trésors du monde antique. Evans cherchait quelque chose de très spécifique. La première culture européenne, mais aussi les racines de la mythologie grecque. Evans entame ses recherches à Knossos, un peuplement situé au sommet d'une colline. Ce qu'il découvre dépasse de loin ses rêves les plus fous. Dès les premiers coups de pioche, Evans met au jour un somptueux trône en pierre. Il s'agit du centre d'un complexe palatial spectaculaire. Bientôt, les fouilles révèlent une construction d'une ampleur considérable, dont la superficie équivaut à 4 terrains de football. Sa découverte dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer alors. Et il a baptisé cette civilisation la civilisation minoenne. Le nom choisi par Evans provient d'un personnage de la mythologie grecque, le roi Minos. La légende raconte que Minos vivait dans un grand palais au centre duquel il avait enfermé le Minotaure, un terrible monstre, moitié homme, moitié taureau. Sir Arthur Evans pensait avoir découvert le palais du roi Minos. Il n'a en réalité probablement aucun lien avec le roi Minos, mais ça sonnait bien, et c'est resté. Depuis, une nouvelle théorie sur l'origine de cette civilisation disparue a vu le jour. Il est tout à fait possible que le mythe de l'Atlantide ait ses racines ici. Il s'est transmis à travers les siècles et a pris de l'importance. Selon cette théorie, les Minoens étaient en fait les habitants de l'Atlantide. Premier élément en faveur de cette hypothèse, la sophistication du palais découvert en Crète. Les bâtisseurs de cet ouvrage remarquable avaient atteint un degré d'excellence technique qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs avant plusieurs siècles. Le palais regorge d'objets d'art vieux de plus de 3500 ans, comme les vestiges de centaines de pots décoratifs, ainsi que de somptueuses fresques. En reconstituant les fragments de ces objets d'art antiques, les chercheurs donnent à voir une civilisation disparue particulièrement raffinée. Cela a suscité un vif intérêt, car on allait au-delà des études classiques, au-delà de l'archéologie classique, pour étudier quelque chose d'entièrement nouveau qui n'avait jamais vraiment été envisagé jusque-là. Ces constructions sont plus anciennes que tout ce qui a été découvert précédemment sur l'île. Et elles sont aussi infiniment plus sophistiquées. Les chercheurs sont en quête d'indices permettant d'établir un lien entre cette architecture complexe et le mythe de l'Atlantide rapporté par Platon.
Désireux d'évaluer le niveau de développement technologique de cette civilisation, Colin MacDonald fouille les moindres recoins du palais, aussi bien en surface qu'en sous-sol. Sous terre, il découvre l'une des installations les plus élaborées du site. Sous nos pieds se trouve un système hydraulique absolument remarquable, qui servait à la fois pour l'évacuation et pour la distribution de l'eau. Ce réseau de canalisation particulièrement évolué devance la technologie des grands empires grecs et romains de plus d'1 millier d'années. Ces canalisations en terre cuite sont constituées de sections d'1 mètre de long, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Elles alimentaient en eau de nombreuses pièces du palais. Il y avait un système tout aussi impressionnant pour évacuer les eaux usées. Un vaste réseau souterrain évacuait ainsi les eaux sales hors du palais. Grâce aux recherches de Colin, nous pouvons voir comment les canalisations circulaient à travers les quartiers royaux du palais. Nous nous trouvons au cœur du système principal d'évacuation d'eau du palais, dans l'aile est. Ces parois en pierre font environ 1 mètre de hauteur. En cas de pluie torrentielle, ce système d'évacuation permettait d'écouler d'énormes quantités d'eau. Un système hydraulique aussi évolué apparaît dans les récits de Platon qui dépeint un palais où l'eau coule en abondance. Collectée dans les collines environnantes, celle-ci est également distribuée dans toute la cité, comme c'était le cas à Knossos. La technologie à la surface du palais de Knossos est tout aussi sophistiquée que celle décrite par Platon. Le palais contenait 1300 pièces réparties sur 4 étages, toutes reliées par des kilomètres de passage. Un savoir-faire qui comptait plusieurs siècles d'avance sur ce qui se faisait à l'époque en Grèce continentale. En Grèce continentale, à l'époque des palais, on trouvait des structures de briques en terre avec 3 ou 4 pièces maximum réparties sur un seul étage. Il n'existait aucune architecture à l'échelle de ce qu'on voit avec les palais crétois. Platon décrit le palais de l'Atlantide comme une acropole située au sommet d'une grande colline. Exactement ce que l'on trouve à Knossos. La construction du palais a demandé d'importants travaux de terrassement. Le sommet de la colline a été entièrement aplati et des terrasses ont été aménagées afin de construire le palais sur plusieurs niveaux. Les immenses blocs de fondation des murs du palais sont en gypse, une roche cristalline. Celui-ci était extrait dans les environs et taillé à l'aide de scies en bronze. Nous sommes ici au centre d'une grande carrière de gypse, lequel a servi dans la construction du premier palais de Knossos. Ici, on distingue très nettement la marque de l'outil en bronze qui a taillé un énorme bloc dans la paroi. Celui-ci a ensuite été soit travaillé ici, soit transporté sur 800 mètres jusqu'au palais. Dans le mythe de l'Atlantide, on raconte que les façades des palais brillaient comme de l'argent. Si les murs en gypse de Knossos sont aujourd'hui érodés par les éléments, eux aussi scintillaient autant de leur splendeur. Mettez-vous à la place d'un Grec qui débarquait en Crète et apercevait le palais de Knossos. Il découvrait une construction gigantesque d'une ampleur inouïe, dont le gypse scintillait au soleil. Pour l'époque, c'était proprement incroyable. Une vaste résidence royale, un lieu de culte et de cérémonie au cœur d'une civilisation avancée et opulente.